C'est bon. Alors bonsoir à tous. On se retrouve pour notre cours numéro 28, Bezrat Hashem. On est toujours sur les Mélachot de Shabbat. Et nous allons parler ce soir d'une Mélacha, Bezrat Hashem, pas deux mais une. C'est la cinquième Mélacha qu'on voit. Et il s'agit de la Mélacha de Dash. La Mélacha de Dash. Dash, ce n'est pas le produit pour la lessive, mais c'est Dash. Ça veut dire vanner. Déjà, il y a une précision importante que je voulais apporter. C'est que la semaine dernière, on a vu la Mélacha numéro 5, la Mélacha de Dash. Et j'ai malheureusement traduit par vanner. Et en fait, ce n'est pas la traduction adaptée. Vanner, c'est autre chose qui n'a rien à voir, et c'est quelque chose qu'on va voir ce soir d'ailleurs. La semaine dernière, dash, pardon, on peut traduire ça par piétiner. On a dit que la mélacha de dash, donc tout ce qu'on a étudié, c'était bon, hein, mais c'est juste le nom au niveau de la traduction de la mélacha. Et d'ailleurs, ce petit morceau-là, je le mettrai au début de l'enregistrement du cours de la semaine dernière pour pas qu'il y ait d'erreur. Donc, si vous êtes sur l'enregistrement, je fais une précision que dash, ce n'est pas vanner, mais c'est piétiner. Et tout le reste est valable. Donc, en fait, on avait parlé des mélachot qui sont faites toujours dans le Mishkan. Et donc, je vous partage mon écran sans plus tarder. Donc, ça va être très, très concret sur plein de cas. La description de la mélacha est très courte. Et on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc déjà, pour rappeler toujours, on a dit que les 39 mélachot, les Av mélachot, d'où est la source des choses qui sont interdites Shabbat? La source des Av mélachot, c'est les travaux qui étaient effectués dans le Mishkan. Pas Shabbat, hein, les travaux qui étaient effectués dans le Mishkan en routine. Alors, c'est ces travaux-là qui ont été définis comme interdits Shabbat parce que c'est juxtaposé dans la Torah, le sujet du Mishkan, avec le sujet du Shabbat. Alors, Agdarat HaMelacha, la définition de la Melacha de Dash, donc en français, ça se traduit par vanner. Donc vanner, ce n'est pas faire des vannes, faire des blagues, mais c'est vanner. Donc on va expliquer ce que c'est. Achovet al-shibolim kede lefarek mehem et garine achitim. Over el celui qui frappe des grains, des épis de blé, des épis plutôt, pour en sortir les grains de blé, alors il transgresse la mélacha de Dash. Donc c'est ça en fait, les épis de blé. On sait que le blé, c'est des petits grains de blé qui sont dans des épis et qui ont une petite écorce autour de chaque grain de blé. Donc quand on frappe pour sortir les grains de blé, ce qui est nécessaire pour sortir les grains de blé. Alors, c'est ça la mélacha de Dash. Pourquoi c'était fait ça dans le Mishkan? Parce qu'on avait des pains qui étaient faits dans le Mishkan, et donc qui dit pain dit farine, donc on avait besoin de blé. Maintenant, on rentre directement dans le sujet, dans les applications concrètes. Alors, vous voyez mon écran? Ouais, parce que attendez, juste une seconde. Du coup, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Ouais, on voit mon écran. Ok, ok, super. Alors, Kilou Botnim éplucher des cacahuètes. Moutar les Kalev Botnim. Ça me fait peur, hein. Quoi, quoi? Tiens, tu m'as rappelé que j'ai oublié de couper les micros, merci. Mechazek. Euh, S'il y a un problème, vous pouvez m'écrire dans le chat. Ok, on y va. Donc, une fois qu'on a vu la mélacha de Dash, donc c'est vanner, donc sortir les grains de blé des épis de blé. Donc, on va voir les applications concrètes. Alors, Moutar les Kalev Botnim, Miklipatam Apeninim Adaka, on a le droit des cacahuètes, par exemple, on aura le droit d'enlever l'épluchure qui est l'épluchure de la cacahuète, que ça soit l'épluchure interne de la cacahuète qui est fine, la petite peau un peu bordeaux-rouge là, Vehen Miklipatam Achitsoniot à cacher, et même l'épluchure épaisse, donc de la cacahuète, l'écorce qui est beige, Aldat, Leochlam et Altar, dans l'intention de le manger ça immédiatement. Vechol Sheken, Shimutar les Kalef Shkedim, et a fortiori qu'on aura le droit donc d'enlever la peau de Shkedim, donc d'amande, d'égozim, l'écorce de noix, Pistoukim, des pistaches, Vekertse Bahem, Leochlam les Altar, pour les manger aussi tout de suite. Chez Bechol Elou, Akilouf ou Derech Achila, parce que dans tous ces cas-là, c'est le derrière de la achila. Pour manger ta cacahuète, tu es bien obligé de l'ouvrir et donc c'est permis dans ce cas-là. En fait, tous les cas qu'on va voir maintenant, c'est des cas où il y a un peu cette notion-là qui ressemble à cette mélacha de base qui est le av mélacha qui est dash, de sortir quelque chose de sa coquille initiale, comme le blé. Donc tout ce qu'on va voir, c'est des cas où on pourrait se poser la question est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on peut pas. Donc d'enlever ces peaux-là, tous les cas qu'on vient de voir là, c'est permis. Ensuite, on continue. Toladat dash, donc on avait expliqué que la tolada. Donc, pour rappeler, on a le Av Melacha et on a les toladot. Les toladot, ce sont les dérivés de la Melacha. Comment on définit un dérivé de la Melacha? On en avait parlé dans le cours d'introduction au Melachot. Le dérivé de la Melacha, c'est tout ce qui a le même objectif que le Av Melacha. Donc, on avait parlé par exemple
On avait parlé par exemple de semer, quand on avait dit que semer, donc la melacha de zoréa, de semer. Alors on avait dit que d'arroser, ça va être un av melacha. Pourquoi? Parce que ça ressemble un petit peu, puisque les deux ont le même but commun de faire grandir la plante et de développer la plante. Et donc la tolada, le dérivé de la melacha, est tout autant interdit que le av melacha. Donc la tolada de dash, le dérivé de dash, on va en voir plusieurs. Il y a Mefarek. Donc Mefarek, littéralement, ça veut dire comme si on dit déboîter ou enlever de sa, de sa zone de base, là où ça a été quelque chose qui a été créé dans quelque chose, donc de venir enlever, séparer cette chose de son contenant initial. Séparer le contenu du contenant, en quelque sorte. Les farek en hébreu, ça veut dire démonter. Alors, Khalivat Behema, donc très rapidement, que Shem Shematarat Melachat Dash, de la même manière que l'objectif, le but de la Melacha de Dash, c'est de séparer, de démonter, de séparer le blé de son écorce. Alors, toute action dont le but est aussi de séparer et de dissocier et de démonter quelque chose de là où la chose a grandi, ce qu'on a expliqué avant, Arez et Toladat Melachat Dash, parce que le grain de blé, il grandit dans l'écorce, la Melacha, c'est d'enlever le grain de l'écorce. Alors, tout ce qui va ressembler à ça, ça va être un dérivé de la Melacha de Dash. Et donc, c'est pour ça, premier cas qu'on voit ici, celui qui va traire une bête pendant Shabbat, Chayav mi Torah, il est Chayav de la Torah, on n'a pas le droit de faire ça. Mishum shemefarek et achalav mi'atine abehema. Donc le lait, il a été créé dans le pis de la vache, je vais sortir le lait de là où il a été créé initialement, donc je rentre dans ce problème-là et c'est interdit. Maintenant, si la bête, il y a certaines parties que je vais traduire directement pour pas qu'on dépasse notre timing. Faut pas qu'on dépasse trop. Abema mitztaeret meribul chalav, la bête, elle souffre à cause de. Elle a beaucoup de lait. On sait qu'une bête, elle souffre si elle a beaucoup de lait, donc il faut lui enlever son lait. Alors, on a le droit de dire à un goy qui vient et qui va venir traire la vache. Maintenant, s'il ne trouve pas de goy pour traire la vache, alors il est permis de demander à un juif de traire cette vache. Par contre, à ce moment-là, le lait, on ne pourra pas l'utiliser, il faudra absolument le jeter. On ne pourra pas utiliser ce lait. OK. Il y avait une histoire ici avec Rav Ovadia Yosef. Un jour, il a fait un cours, il y a à peu près 60 ans, et il était, à l'époque, il était Dayan à Petar Tikva, et il parlait dans un de ses cours sur cette mélacha et l'interdit de traire les bêtes pendant Shabbat. Donc aujourd'hui, ça peut nous paraître un peu, on ne traite pas nos bêtes, mais peut-être qu'à l'époque, il faisait ça plus, les gens individuels. Et donc, il a informé que c'était une des personnes là-bas, il lui a informé que c'était assourd de faire ça Shabbat. Et il lui a mis en garde que c'était très important de ne pas transgresser cette mélacha, que c'est un Issur Minotora, etc. Et que c'est une transgression du Shabbat et qu'on peut le faire que par un goy si elle est souffrante, etc. Et s'il trouve pas de goy, alors il peut pas, lui, la traire, sauf si elle souffre, mais à ce moment-là, il devra jeter le lait comme on a expliqué. Mais il a décidé de ne pas entendre ce juif-là. Et un Shabbat après, plus tard, il est venu aussi traire sa bête comme d'habitude parce qu'il n'a pas pris en considération les paroles du Rav. Et il y a un serpent venimeux qui est venu et qui l'a piqué. Et il a été hospitalisé pendant 3 semaines. Et donc le Rav Joseph, il a été le voir à l'hôpital et il lui a conseillé de vendre sa vache à un goy parce que sinon il allait encore entrer dans des problèmes. Et c'est ce qu'il a fait. Juste pour raconter cette histoire que il faut souvent suivre, enfin toujours suivre les conseils des Chachamim et des Tzadikim parce que souvent ça peut nous paraître un peu exagéré sur le moment où on comprend pas, etc. Mais sur le long terme, souvent on comprend. On a le droit, aujourd'hui, il y a des choses, des appareils électriques qui permettent de traire directement la vache. Et donc ça, c'est des choses qu'on peut mettre sur une minuterie. Donc on parle dans un cas où c'est un juif, hein, parce que sinon, on- en France, ils vont pas spécialement mettre sur une minuterie, etc. En tout cas, on pourrait mettre ça depuis la veille de Shabbat sur un système automatique. Et on pourra mettre cet appareil dans le pli de la vache pendant un petit peu avant que la minuterie s'allume. On sait que ça s'allume à 15 heures. On va venir à 15 heures, 3 heures moins quart, on met le truc. Et ensuite, la traite va pouvoir se faire parce que c'est un grammat. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui est pas une action qui n'est pas faite directement, mais après un certain temps et par un intermédiaire, comme on a dit. Et donc, dans ce cas-là, on ne sera pas obligé de perdre le lait. Euh, Très bien. Et si on ne peut pas brancher en avance, après on va rentrer dans des cas un peu plus concrets, hein. Si on avance, si on met en avance on ne peut pas mettre la minuterie pour, pour si on ne peut pas brancher l'appareil sur le pied de la vache quand il n'est pas allumé, avant que ça se déclenche, quoi, un quart d'heure avant, et on peut le mettre que quand c'est allumé. Alors on pourra quand même le mettre au moment où ça s'allume, mais il faudra jeter les premières gouttes de lait qui sont sorties. Srita. Donc Srita, c'est essoré, c'est un cas qui arrive énormément à Shabbat.
Et donc, Bichlal Issour Mefarek, donc dans ce Issour de Mefarek, donc on a dit que Dash, c'est le Av Melacha de Vané. Ensuite, on a la Tolada de la Melacha qui est Mefarek. Mefarek dissocié, séparé, quelque chose qui est dans son contenu dans son contenant de base, le dissocié. Et donc, dans ce Issour de Mefarek là, on a aussi l'interdit de presser des fruits ici. Chez Gambesrita ou Mefarek et Tamashke, mais appris chez Umakom Gidulo, le fruit, le jus, il grandit dans le fruit. Et donc, quand on vient presser un fruit, on vient tout simplement sortir le jus qui est dans le fruit de base. Et donc, c'est un problème. Alors, on va voir un peu quels sont les cas. Zetim va anavim. Asochet anavim la rasot mehem yain. Donc, celui qui presse des raisins pour en faire du vin. Aux zetim la rasot mehem shemen. Ou des olives pour en faire de l'huile. Réover à l'issour mefarek mina Torah. Donc, de la Torah, on a deux interdits concernant les raisins pour faire du vin et les olives pour faire de l'huile d'olive. Maintenant, concernant les autres fruits, qu'en est-il? Alors, Perot, chez Matsui, chez Sochatimotam, les fruits pour lesquels on a l'habitude, il est fréquent de les presser, même donc, si c'est une habitude qui est que dans certains endroits du monde. Alors, les Chachamim ont interdit de presser ces fruits pendant le Shabbat. C'est pour ça qu'il est interdit. À l'époque, ils ont instauré les Chachamim qu'il était interdit de presser des fraises, de presser des grenades, parce que c'était classique de faire des jus de fraises et des jus de grenades dans certains endroits du monde. Et donc, ils ont donné cette takana-là pour tout le monde entier, parce que c'est devenu quelque chose de habituellement pressé. Ou Mikan Yashilmon Alperot Rabim chez Bismanenu, et aujourd'hui, on a encore plus de fruits qu'on a l'habitude de presser, comme des oranges, des pamplemousses, des pommes, des poires, des fraises, des grenades, des clémentines, des mangues, des ananas, des pêches, des tomates, etc. Chez Assour le Sortam et Shabbat. Donc tous les fruits qu'on a l'habitude de presser, on ne pourra pas les presser pendant Shabbat. Euh, Ok. Perot chez Ender les Sorhatam. Maintenant, concernant des fruits qu'on n'a pas l'habitude de presser. Perot chez Ender les Sorhatam, Kechavushim comme des coins, Mélaphophonime des concombres et tout ce qui ressemble à ça. Alors, il sera permis de les presser. Kedelishtot et même pour boire le jus. Donc, je ne sais pas pourquoi les gens voudraient faire ça, mais en tout cas, quelqu'un qui veut se faire un jus de concombre, comme c'est un fruit qu'on n'a pas l'habitude de presser pour faire un jus en général habituellement. Alors, chez Kevan chez Ender les Sorhatam, puisqu'on n'a pas l'habitude de les presser, Amashke chez Bahem, En lo chashivut bifnei atzmo. Ce jus-là n'a pas d'importance en soi, puisque ce n'est pas quelque chose d'habituel. Veunerchav kechelek miaochel, et c'est considéré comme une partie de la nourriture et non pas du jus. Ou kemafri d'ochel miochel, et c'est comme si en sortant ce jus de concombre, comme c'est quelque chose de pas courant en tant que jus, donc ça fait encore partie de l'aliment du concombre. Et donc c'est comme si on sort de la nourriture de ochel miaochel, donc du concombre, du concombre. On ne considère pas ça vraiment, pardon, je parle un peu vite, on considère pas ça vraiment comme un jus. Donc la règle est simple, les fruits qu'on a l'habitude de presser, on ne peut pas les presser Shabbat. Les fruits qu'on n'a pas l'habitude de presser, on peut les presser Shabbat. Sritat limon, concernant le citron c'est une exception. Et parce que le Shulchan Aruch en parle clairement. Et il dit comme ça, Moutar lisrot, limonish, donc c'est les limonimes, c'est les citrons. Il dit clairement qu'il est permis de presser des citrons. Donc le citron, ça sera une exception, parce que le jus de citron, c'est quand même quelque chose d'assez habituel. Et donc, on aura le droit de prendre du citron et le presser directement dans un ustensile vide pour pouvoir préparer, par exemple, une limonade, ou pour le mettre dans une salade, pour le mettre dans un thé, etc. Ou pour le boire directement comme ça, tout simplement. Tout ce que je vous dis là, c'est marqué, hein, c'est juste que je traduis directement. Vn sur l'achmir basek, là, on n'a pas besoin de se montrer rigoureux sur ça. Sur le citron, on peut presser sans aucun problème. Euh, Très bien. Donc, quelqu'un, par exemple, qui a mangé une achila gassa, donc il a beaucoup mangé, il se sent un peu gonflé, etc. Le citron, ça apaise un peu. Alors, il peut se presser un citron dans un verre vide et pour le boire directement, pour se sentir mieux. Par contre, ça c'est intéressant, parce que c'est dans un système un peu, c'est pour faciliter en quelque sorte la digestion. Par contre, celui qui a mal à la gorge et qui lui veut boire du jus de citron pour soigner directement sa gorge, alors là, c'est l'impact, il va être plus local en tant que ça va venir calmer directement la douleur. Et donc là, ça sera considéré comme une refoua et on n'aura pas le droit de faire ça à Shabbat. Euh, Très bien. Masreta, donc c'est un pressoir. Kol aperot amutarim besrita. Tous les fruits qu'on a le droit de presser. Donc on a dit que les fruits qu'on n'a pas l'habitude de presser, c'est ceux-là qu'on a le droit de presser. Plus également l'exception du citron. Tout ce qu'on dit qu'on a le droit de les presser, c'est uniquement à la main.
et pas avec un pressoir. Quand je dis pas avec un pressoir, bien sûr, c'est pas un pressoir électrique, ça c'est évident qu'on n'a pas le droit, mais même un pressoir mécanique, on ne peut pas. Michou chéniré à devoir kemarase shel chol, parce que ça ressemble à une action de chol, et on ne peut pas faire une action de chol Shabbat. Donc tout ce qu'on a le droit de presser, ça sera toujours dans tous les cas à la main. Euh, Très bien. On aura le droit de mettre le fruit sur ses lèvres et de prendre directement le jus, à partir du fruit. Et concernant les raisins, il vaut mieux se montrer rigoureux, certainement aussi concernant les olives, parce qu'on a dit que le raisin et les olives, c'est les deux choses minatora. Donc c'est mieux de se montrer rigoureux pour ça. Également, a fortiori, donc on a le droit de mettre le fruit dans la bouche directement pour prendre le fruit. Chez Kol Elou et Nam derrière Srida. Parce que quand on approche le fruit de sa bouche pour prendre le jus, ou on le met carrément directement dans sa bouche, par exemple, je prends un quartier d'orange et je prends le fruit comme ça, c'est pas un derrière de Srita. Parce que quelqu'un qui veut presser un fruit, il va pas te dire, tiens, je vais te presser, je te donne le jus. Donc, comme c'est pas un derrière de Srita, c'est pas comme ça qu'on a l'habitude de presser un fruit, alors ces deux cas-là seront permis de prendre le fruit et de prendre le jus, ou de mettre directement le fruit dans la bouche pour en prendre aussi le jus. Khatichat basar sfuga berotev, donc un morceau de viande qui est dans de la sauce. Au ougat et boulav et sfuga beyain, ou un gâteau par exemple qui est trempé, qui est imbibé de vin ou de jus de raisin, en tout cas d'un liquide. Moutar limtsot befiv et arotev yain, on aura le droit de prendre directement avec la bouche cette sauce ou le vin, et ça ne sera pas considéré comme si on venait essorer le gâteau ou le morceau de viande. Mashke abale echol ochelhu. Isur srita ou dafka kashesoret et mashke les klirek. Tout l'interdit de srita, de presser, c'est spécifiquement quand on vient presser dans un verre, dans un récipient qui est vide, pour prendre le jus directement. Par contre, ce sera permis. Moutar lisrot al gabe ma'achal au rov amashke, im rov amashke nivla bo vegam mashbiro. Par contre, ce sera permis de presser un aliment solide, donc, si la majorité du liquide va être absorbée et également que ça vient maintenant pour donner encore un meilleur goût à l'aliment. Chez Azamashke Nershav qui est chelek me'aochel. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, quand je viens presser directement sur un aliment et que c'est absorbé et que ça vient améliorer mon aliment, alors c'est considéré directement comme de la nourriture et pas comme du liquide. Vezé chez Amrou, c'est ce qu'on dit nos sages dans Masechet Shabbat, mashke abal et ochel, ochelhu. Une boisson qui viendrait, un liquide qui viendrait pour de la nourriture, donc pour améliorer de la nourriture, pour un plat, etc. Alors, ochelhu, c'est considéré comme de la nourriture directement. Parce que ce liquide qu'on met sur la nourriture, c'est comme de la nourriture qu'on met sur de la nourriture, comme par exemple une épice ou autre. En fait, ça devient partie intégrante du plat en quelque sorte. Et donc, il n'y aurait aucune interdiction. Donc, par exemple, il nous donne des cas d'application concrète. Mutar lisrot anavi motapuzim al banana. On pourra presser des raisins ou des oranges sur de la banane qui est écrasée. Donc la banane qui est écrasée, elle est dans mon assiette, ça devient mon aliment. Et je vais venir presser parce que, comme on a dit, ça vient améliorer ma banane. C'est pour ça d'ailleurs que je mets du jus, sinon il n'y a pas de raison que je mette du jus dessus. Et en plus, c'est absorbé. Donc dans ce cas-là, ça devient partie intégrante de la nourriture. Et donc, du moment que la majorité du liquide est absorbée par le solide, ce sera permis. Très bien. Maintenant, si la nourriture, il n'y en a pas beaucoup et que la majorité du liquide n'est pas absorbée, parce qu'on a dit qu'il fallait que la majorité du liquide soit absorbée quand on presse sur un aliment, alors si le liquide va venir maintenant flotter au-dessus de l'aliment, ou alors il n'y a pas beaucoup de liquide, euh, ou pardon, ou qu'il y a peu de liquide, donc au niveau de la quantité, on est bon, mais le liquide ne vient pas donner un meilleur goût ou arranger encore mieux l'aliment. En fait, on a deux conditions, comme on a dit, pour pouvoir presser directement. Tout ce qu'on a dit que presser, c'est interdit, dans les cas où c'est interdit, c'est de presser directement dans un ustensile vide. Par contre, sur un aliment, comme ça devient partie intégrante de l'aliment, du solide, on a le droit à deux conditions. Première condition, que la majorité du liquide soit absorbée. Deuxième condition, que ça vienne améliorer, donner un goût à l'aliment. En général, c'est le cas, puisque c'est pour ça qu'on veut le faire. Mais en tout cas, il faut ces deux conditions. Maintenant, si on n'a pas ces deux conditions, donc si on a peu de liquide et donc, pardon, on a beaucoup de liquide et la majorité du liquide ne va pas être absorbée, ou le liquide ne vient pas spécialement améliorer le goût du solide, alors on n'a pas le droit de le presser sur l'aliment. C'est vraiment que à ces deux conditions qu'on aura le droit. Et donc,
Exemple, on ne pourra pas préparer, euh, on ne pourra pas mettre par exemple quelques cuillères de sucre dans un verre et après je viens et je presse plein de jus d'orange dessus. Parce que la majorité du jus que je vais presser dessus, il va pas être absorbé par le sucre. Et donc, ça pourrait pas être une technique de faire ça, par exemple, et de se dire, bon, j'ai mis 2 cuillères de sucre, c'est bon, je peux me presser un verre entier de jus d'orange. Non, il faut vraiment que la majorité soit absorbée et aussi que ça vienne améliorer et également que ça vienne améliorer. Et aussi, le problème avec le sucre, c'est que le jus ne vient pas, dans ce cas-là, améliorer le sucre. Donc, ça ne sert à rien d'essayer d'utiliser des combines étranges. Asur l'isrot pirot les klirek, almenat litno bema'achal. On n'a pas le droit de presser, quand on a dit qu'on a le droit de presser sur l'aliment, c'est directement sur l'aliment. On ne peut pas presser dans un petit verre et verser tout de suite le, le liquide sur l'aliment. Faudra presser dans les cas où on peut, à ces deux conditions qu'on a dit, faudra presser directement sur l'aliment. Également, on ne peut pas presser des fruits, dans le cas où on peut presser des fruits, comme on a dit, dans une boisson. C'est uniquement sur de l'aliment, quelque chose de solide. Et Eshkoliot Bessoukar, donc c'est permis de manger un pamplemousse. Des fois, on sait qu'un pamplemousse, ça se mange en le coupant en deux comme ça et on prend la moitié de pamplemousse et on met une petite cuillère dedans. Ça sera permis de manger directement un pamplemousse avec une cuillère comme ça, même si pendant qu'on va le manger, on va forcément écraser un petit peu et qu'il y aura une certaine srita qui sera faite à ce moment-là. Parce que, encore une fois, c'est pas le derer de srita. On n'a pas l'habitude de presser les fruits comme ça. Et donc, c'est son derer de achila. Il en a besoin de faire ça pour manger. Et donc, il n'y aurait pas de problème. Il y a encore d'autres raisons à cette permission, mais en tout cas, ça serait permis. C'est permis. Mitsiatsami atzmo, imayu arbe eshkoliot navi mechad al gabe hasheni. Si maintenant on avait plusieurs fruits qui étaient collés ensemble. Donc, ici, il prend l'exemple de plusieurs grappes de raisin qui sont collées les unes à côté des autres. Et maintenant, il y a du jus qui est sorti de ces raisins. Je n'ai pas cherché à faire sortir du jus, mais il y avait plusieurs grappes de raisins qui étaient ensemble. Du jus est sorti. Alors, ce sera interdit de boire ce jus à Shabbat, de peur qu'on vienne à presser les fruits véritablement et volontairement. Par contre, du jus, donc ça c'est spécialement pour les raisins. Et c'est aussi valable pour les olives. On a dit que les raisins pour faire du vin et les olives pour faire de l'huile d'olive. En tout cas, même si ça ne va pas jusqu'à faire de l'huile d'olive et même si ça ne va pas jusqu'à faire du vin, mais en tout cas pour ces deux fruits-là, c'est spécial parce que c'est Minatora directement. Donc même s'il y a un jus qui s'est fait tout seul, j'ai pas cherché à le faire, ça s'est écrasé, il y a du jus qui est là, je n'ai pas le droit de le consommer Shabbat. Pour les autres fruits, s'il y a du jus qui est sorti automatiquement de manière involontaire des fruits, alors euh, ça sera en fonction de ce que j'ai prévu moi pour ces fruits. Si ces fruits-là, de base, j'ai prévu, je les ai achetés pour venir et les presser, dimanche, lundi, quand vous voulez, alors je n'aurai pas le droit de boire. Par contre, si ces fruits-là de base, moi je ne les ai pas achetés du tout pour les presser et il y a du jus qui est sorti, malgré moi, je n'ai pas cherché à faire ça. C'est pas pour ça que je les avais achetés. Alors ce sera permis de les boire. Donc il donne un exemple, celui qui coupe une orange dans une assiette, il veut manger son orange. Maintenant, il y a du jus qui a coulé. Maintenant, honnêtement, hein, c'est pas, il s'est inventé un stratagème. Mais il voulait manger l'orange et il y a du jus qui a coulé. Maintenant, il dit, du jus d'orange, c'est sympathique, j'ai pas l'occasion de m'en acheter ou je n'ai pas les moyens de m'en acheter naturel en plus, avec la pulpe et tout. Alors là, comme il n'a pas prévu ça de base, lui, il voulait simplement manger son orange, alors il pourra boire ce jus qui est sorti de manière involontaire. Il n'a pas cherché, encore une fois, à le presser. Et donc, du moment que ces oranges-là n'étaient pas destinées dans sa tête à être pressées, maintenant que le jus est là et qu'il n'a pas cherché à presser les oranges, il aura le droit de prendre ce jus. Euh, Très bien. Vushim metuganim, mutar lisrot melafonim kevushim. Donc il y a certains types d'aliments, comme par exemple des cornichons, on aura le droit de les presser pour sortir le jus qui est dedans. Kevan sheno osekar letzorech hamashke, là les tikkun a pris chez Yiraou yoter leachila. Pourquoi il va presser son cornichon? Parce que le cornichon, il le sort du bocal, il n'a pas envie qu'il soit imbibé d'eau, sinon c'est pas très bon. Donc lui, il veut virer l'eau ici, il veut juste manger bien son cornichon, il ne cherche pas à prendre du jus de cornichon. Et c'est pas, donc, il n'y a pas d'interdit ici de presser. Et également, il sera permis de presser des navets ou des aubergines qui sont frites. Donc, vous savez, les aubergines frites, là, c'est très bon. Euh, Dédicace à mon épouse qui m'entend pour Shabbat. Et Kratili Metougaïm, donc des aubergines frites, on aura le droit de les presser un petit peu comme ça pour enlever l'huile. On n'a pas envie de manger une aubergine remplie d'huile, donc j'enlève l'huile. Et ça aussi, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas en train de l'essorer ou de faire une srita.
Risouk sheleg vekerach. Assur les rasek sheleg au kubiot kerach kedelishtot et memehem. Je n'ai pas le droit d'écraser de la neige ou des glaçons pour boire l'eau. Je veux de l'eau froide, je veux que j'écrase comme ça mes glaçons. Je n'aurai pas le droit de peur que j'en vienne à faire une srita sur autre chose qui soit interdit. Par contre, j'ai le droit de remuer un peu mon verre avec la boisson dans lequel il y a des glaçons. Il y a des glaçons et il y a mon whisky. J'ai envie qu'il soit bien frais. Alors j'ai le droit d'agiter un peu le verre comme ça pour les faire, pour les faire fondre comme ça indirectement. Les Ashkénazim, eux, ont l'habitude de ne pas mettre des glaçons dans le verre s'il est vide. Euh, la gauche de la tête qui est bécosse. En fait, les Ashkénazim, c'est un petit point à part qui ramène. Ils ont l'habitude de ne pas mettre des glaçons dans un verre vide, mais directement avec du liquide. Donc, ils mettront d'abord leur boisson et ensuite les glaçons. Moutar lishbo khatirat kirak dola le khatirot tanot. On aura le droit, par contre, on n'a pas le droit d'écraser, de le rendre liquide. Par contre, on aura le droit de casser un gros morceau de glace. Des fois, il y a un très gros glaçon. On aura le droit de le casser en plusieurs petits morceaux, petits glaçons. Il n'y a pas de problème, ce n'est pas un écrasage. Également, on aura le droit de, quand on sort le bloc de glaçon, on a le droit de mettre de l'eau dessus pour rendre un peu plus tiède, pour faciliter la sortie des glaçons. Il n'y aura pas de problème aussi par rapport à ça, puisque dans tous ces cas-là, le but n'est pas, à chaque fois, on ne cherche pas à faire fondre le glaçon, au contraire, puisque si on pouvait garder nos glaçons bien entiers, bien frais, on le voudrait, mais c'est juste que on veut faciliter la sortie des glaçons ou on veut faciliter le fait d'avoir des glaçons plus petits et pas un gros morceau, donc il n'y aurait aucun problème. Risouk, igloo. Donc igloo ou chilouk, c'est des noms en Israël ici de glace un peu comme des Mister Freeze, un peu, on va dire comme ça. Alors, c'est du jus congelé, quoi. Donc, c'est exactement un Mister Freeze, l'équivalent international français. Donc, on n'aura pas le droit de prendre le Mister Freeze dans sa main, avec sa main ou avec ses dents, et écraser comme ça avec ses dents ou avec sa main pour pouvoir faire sortir le jus. Ça sera un problème. Euh, Parce que quand on écrase avec nos dents ou avec la main, après, c'est beaucoup plus facile de faire sortir le jus. C'est un kiff qu'on s'est déjà tous fait, on voit très bien de quoi on parle. Par contre, ce sera permis de le casser en petits morceaux directement pour prendre des petits morceaux. De toutes les manières, on sait qu'un Mr. Freeze, ça ne se mange pas en un trait, on ne va pas l'aspirer. Donc, on peut mettre un petit coup de dent ou avec sa main pour prendre un morceau de Mr. Freeze. Mais on ne peut pas commencer à l'écraser avec nos dents ou avec notre main pour en faire un jus pour pour pouvoir le boire. Mais les morceaux solides, ça, ce sera permis. Parce que les morceaux solides, on n'a pas l'intention de faire un jus. Même si au final, il y aura forcément un petit peu de jus parce qu'il se décongèle, etc. Mais faut faire la distinction. Risouk soukar, on a presque terminé. Moutar lifroche, bekapit ou les rasek et soukar ou kubiot à soukar. On a le droit de mélanger du sucre ou des morceaux de sucre. Parce que l'interdit d'écraser, c'est spécialement sur de la, sur des glaçons, sur de la glace, etc. Parce que ça se transforme en eau et on fait sortir l'eau des glaçons. Et donc, c'est comme un interdit de srita. Mais sur du sucre, il n'y a aucun problème de le mélanger avec de l'eau, etc. C'est vraiment sur la glace qu'on a l'interdit d'écraser comme ça parce qu'il y a le problème de cette eau qui initialement est dans la glace qui vient sortir maintenant. Mashke al kubiot kirach, mutar lechatchila la tetia in ma'im kola vechol mashke shehu, al gabe kubiot kirach bekos, vien basé chasha sisur shel risouk kirach. On a dit qu'on a pas le droit d'écraser de la glace pour en faire du liquide. Maintenant, on sait très bien que quand on verse un liquide qui a une température inférieure sur de la glace, ça fait fondre ce glaçon. C'est comme un petit peu si ça l'écrasait. On pourrait croire que c'est interdit, mais non, il n'y a aucun problème de verser du vin, de l'eau, du coca, ce que vous voulez, n'importe quelle boisson sur un glaçon, il n'y a pas de problème. Les Ashkénazim, eux, comme on a dit, en général, ils mettent d'abord la boisson et après le glaçon. Magvonim lachim, donc d'après Rav Ovadia, ça c'est un point très, très important et très utile. Moutar leishtamesh be magvonim lachim, il est permis d'utiliser des lingettes humides, benachat, délicatement, parce que si on appuie fort une lingette, forcément il y a une srita, il y a un essorage, et c'est un problème. Ben Legdolim, Ben Lektani, Ben Letidokot, donc que ce soit pour les enfants, les bébés ou même pour les adultes, on peut aussi utiliser des lingettes. Et également, il sera permis de mouiller un papier pour s'essuyer. On rappelle au passage, on avait parlé dans le cours, je crois que c'est sur le cours sur Asher Yatzar de la série précédente, je crois que c'est le cours numéro 5. On avait parlé de l'importance de s'essuyer, c'est une petite parenthèse, hein, mais c'est important, puisque c'est quelque chose qui arrive quotidiennement quand tout va bien ou tous les 2 jours quand ça va un peu moins. Mais en tout cas, c'est très important
Vous savez que dans la Torah, il n'y a pas de tabou, il faut tout expliquer et tout a une raison et tout a un système. Si on fait confiance avec Kadosh Baruch Hu, c'est très important de bien s'essuyer et donc de prendre l'habitude d'avoir des lingettes sur soi. Et si on n'a pas de lingettes, alors le mieux, c'est même avec un jet d'eau. Ceux qui ont un jet d'eau, ceux qui n'ont pas, ils prennent des lingettes. Ceux qui n'ont pas, ils mouillent un papier. Mais en tout cas, c'est très important parce qu'on est amené toute la journée à faire des brachot, des tfilotes, etc. Et on dit le nom d'Hachem sans cesse. Et donc, c'est important d'avoir un gouffre naki, un corps qui soit propre. Magav, donc Magav, c'est en leishtamesh be Magav ragil, donc mutar leishtamesh be Magav ragil, donc on peut utiliser un goumi. Donc il y a deux types de goumi, vous savez, à Shabbat. On a le droit de les utiliser, les deux types de goumi. Donc une serpillière, non, hein, parce qu'une serpillière, ça essore forcément. Mais le goumi, ça sera permis. Donc il y a deux types de goumi. Il y a le goumi avec la barre en bas qui est noire. En général, c'est celui qu'on connaît, c'est le moins cher, je pense. Et vous savez, c'est comme une matière, un peu comme une petite mousse un peu épongeuse comme ça, noire. Et il y a des goumis où c'est comme du silicone, une barre en silicone qui est souvent en couleur, par exemple bleu, bleu clair, orange, jaune, etc. Donc ça, c'est un peu plus solide. Donc ça, c'est permis en silicone, etc. Mais le goumi classique est aussi permis, même si c'est un genre de petite mousse. Donc ça, ce sera permis. Pas de serpillière, par contre. Nanas mivrecha, donc moutar les dire kelim benanas mechomer synthéti chez Nobolea. Donc Shabbat, c'est important, ça, il faut faire passer le message qu'on ne peut pas utiliser l'éponge de la semaine. Donc autant il y a des choses, des fois c'est du marketing et ça, c'est pas, il n'y a pas aucune obligation, comme par exemple le déodorant de Pessah ou le parfum de Pessah, etc. Par contre, il y a des choses, c'est vraiment important et tout le monde doit avoir ça. Une éponge de Shabbat. Il y a des éponges qui sont faites en fait en matière synthétique et qui ne sont pas en matière d'éponge, puisque par défaut, la matière d'éponge euh, absorbe, et donc si elle absorbe, elle recrache aussi, et donc il y a un problème de srita. Donc pour la vaisselle, c'est très important d'avoir une éponge qui est faite en synthétique, donc c'est une éponge qui s'appelle une éponge de Shabbat, on trouve ça hein, même en France sans aucun problème. Euh, D'ailleurs, si vous voulez, je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Seconde. C'est là? Voilà. Bon, il n'y a rien de... Est-ce que vous m'entendez toujours? Il n'y a rien de magique, hein. C'est une éponge, c'est juste qu'elle est faite vraiment en matière complètement synthétique. C'est comme ça a une texture un peu de plastique. Et du coup, ça absorbe pas. Il y a zéro goutte qui est absorbée dedans. Et donc, du coup, ça, c'est une éponge qu'on peut utiliser sans aucun problème à Shabbat. Après, on pourrait aussi utiliser, par exemple, une corde en fer. Mais non, enfin, il vaut mieux avoir ça parce qu'une corde en fer, on peut rentrer dans un autre problème si on enlève un peu de la matière. C'est un autre problème. Donc, il vaut mieux acheter vraiment cette éponge de Shabbat et pour être tranquille. Donc, n'hésitez pas à en acheter et à en offrir à vos proches. Ça doit coûter pas cher, je pense. Vechen moutar les nakot et à asla bemivrechet. Également, on peut nettoyer. On a terminé. On peut nettoyer les toilettes avec la brosse des toilettes. Et il n'y a pas aussi d'interdit de srita parce qu'une brosse de toilette, c'est aussi fait en poils qui sont durs. Et donc, il n'y a aucune partie qui est absorbée. On a terminé sur ça. Donc, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, Blinéder, on fera une autre mélacha, la mélacha de Zoré.